Bonjour chers amis, bonjour de Caracas. J'espère que vous allez bien en confinement un peu partout. J'aimerais vous informer que Stan a cessé son grève de la faim depuis dimanche dernier. Ouais, effectivement, c'est pas la peine de s'affaiblir plus par les temps qui courent, avec des virus qui courent. Donc il a arrêté, mais rien n'a changé quant à son régime alimentaire dans la prison. Donc il n'y a toujours pas de fruits et légumes. Il y a les prisonniers qui sont un peu solidaires, mais sinon, je crois qu'ils ne mangent pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de comestible pour lui. Voilà. Sinon, pour vendredi, dans quelques heures, donc vendredi 10 avril à 9 h, il y a le procès en appel. Enfin, il y a au moins la demande de remise en liberté qui va être examinée au tribunal de Poitiers. Stan voudra que soit examiné aussi le fond ce jour-là, et on ne sait toujours pas si ça va concerner que la demande de mise en liberté ou aussi le fond. En principe, le procès sur le fond est déjà renvoyé au 19 juin. Donc je ne suis pas sûre si les deux affaires vont être traitées le 10 avril ou pas. En tout cas, c'est la demande de mise en liberté qui va être traitée et on va savoir si Stan va être libre, au moins conditionnellement ou pas, au résultat du procès le 10 avril. Donc, on a deux stratégies de défense. Il a deux avocats, deux stratégies de défense. Il y a d'un côté Maître Dangléan qui va argumenter sur le côté technique, c'est-à-dire si Stan n'a jamais été mis en examen, sa détention sera illégale. Donc, à examiner ce vendredi-là. Maître Joseph, de son côté, va rester sur le facteur santé, parce que si Stan ne peut pas obtenir une alimentation végane, puisqu'il est végan, ça veut dire que c'est de la discrimination, un traitement inhumain, après la Convention européenne. Donc, il y a ces deux axes de défense, en plus d'une configuration bien spéciale maintenant avec le coronavirus. Vous savez qu'ils sont en train de libérer beaucoup de monde dans les prisons un peu partout en France, enfin partout dans le monde. C'est une consigne qui vient de l'ONU de libérer les prisonniers des prisons un peu partout dans le monde. Donc en France, ça a déjà commencé, pas mal de monde a été libéré, aussi dans la prison de Poitiers-Bivonne. Donc je dirais les chances sont extraordinairement bonnes de pouvoir obtenir sa liberté ce vendredi. Par contre, s'il n'est pas libéré ce vendredi-là, malgré les nouveaux arguments de Maître Dangléan, et oui, une nouvelle configuration concernant aussi son alimentation qui, dans la prison de Poitiers-Bivonne, est impossible. C'est devenu impossible de se nourrir correctement. Et la constellation actuelle du coronavirus, donc on a une constellation extraordinairement bonne, propice à la liberté. Et si ça marche pas ce vendredi, franchement, je sais pas ce qu'il faudra. Je crois que ça marchera jamais. Donc, j'ai bon espoir pour que ça puisse marcher et puisse retrouver une liberté au moins conditionnelle. Hein. Ben, de toute façon, hein, on est tous incarcérés maintenant, où qu'on soit dans le monde, plus ou moins. Donc, je vous mets quelques passages de la vidéo réalisée par l'équipe suisse et Maître Dangléan concernant la défense technique, concernant qu'il n'y a pas le moindre élément pour pouvoir garder Stan en détention. Voilà, bonne écoute. Merci à vous tous. Je vous remercie. À bientôt.
Et si ces officiers de police judiciaire, gendarmes ou policiers ne trouvent pas la personne, hein, pour au bout d'un certain temps, ils vont rédiger ce qu'on appelle un procès-verbal de peine recherche et le transmettre au juge d'instruction. Et au terme des dispositions de l'article 134 du Code de procédure pénale, la conjonction de ces deux actes, délivrance d'un mandat d'arrêt et procès-verbal de peine recherche, opère mise en examen de fait, ce qui permet de renvoyer devant les juridictions correctionnelles les personnes qui sont en fuite en quelque sorte. Dans son dossier, j'ai le dossier complet, j'ai regardé toutes les codes de la procédure, j'ai bien trouvé un mandat d'arrêt qui est du 26 octobre 2012, mais il n'y a pas de procès verbal de peine recherche. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été mis en examen. Donc une personne qui n'est pas mise en examen ne peut pas être envoyée devant la juridiction de jugement et surtout ne peut pas faire détention provisoire. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc, et là, il est depuis plus de 3 mois en détention provisoire, parce qu'il n'est pas condamné. Donc, il est en détention provisoire. Pas condamné définitivement, il est en détention provisoire sous la responsabilité depuis le 27 mars 2020 de l'avocat général, du procureur général de la Cour d'appel de Poitiers, puisque je lui ai fait une lettre, on m'a répondu et j'ai dit mettez-le dehors tout de suite, puisque il n'est pas mis en examen, il ne peut pas faire de la détention provisoire. Ils veulent le remettre en liberté probablement, mais sous contrôle judiciaire, alors que s'il le faut sortir aujourd'hui, bon, il sort sans rien. Bon. Et il existe des dispositions dans le code pénal en France qui prévoient que lorsqu'une personne est maintenue arbitrairement en détention, si la détention se prolonge pendant plus ou moins de 7 jours, c'est 10 ans de prison ou 30 ans de prison. Ah voilà. Maître d'Anguéan, on vous écoute, vous pouvez nous réexpliquer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Donc, Stan Maillot est poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de préparer un crime. Et ce qui lui est reproché, c'est qu'on lui reproche d'avoir voulu enlever les 3 enfants de Madame Sandrine Gachadois. Donc, il n'y a que ça. Il n'y a aucun élément matériel permettant de démontrer que une opération de cette nature aurait été organisée. Dans cette affaire, Madame Sandrine Gachadois a été privée par décision de justice de la possibilité de voir et de rencontrer ses 3 enfants. Elle s'est donc adressée à Stan Maillot pour essayer d'avoir des nouvelles de ses enfants. Voilà, je crois que c'est l'affaire dont il s'agit et rien de plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire a été confiée à un juge d'instruction et plusieurs juges d'instruction ont travaillé sur cette procédure. Le dernier juge d'instruction a signé une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour Stan Maillot, Jeannette Siman et puis 2 ou 3 autres personnes. Cette ordonnance a été signée le 18 juillet 2017. C'est l'acte qui saisit le tribunal correctionnel. Alors, cette décision de renvoi devant le tribunal correctionnel pose 2 très graves difficultés. On peut dire que cette ordonnance est entachée par 2 irrégularités très importantes. Première irrégularité, cette ordonnance a été rédigée par un dénommé Philippe Clarissou. C'est marqué sur l'acte, sur cette ordonnance, la dernière page, rédigée par M. Philippe Clarissou. Alors, M. Philippe Clarissou, il est censé avoir analysé la procédure et avoir vérifié qu'il y avait des charges contre telle ou telle personne. Mais le problème, c'est que ce M. Philippe Clarissou n'était pas juge d'instruction. Et il n'était même pas magistrat. C'est incroyable. Dans une première partie de sa vie, ce personnage a exercé la profession d'avocat et puis a été élu bâtonnier du barreau de Tulle. Ensuite, il a expliqué dans les journaux que il pensait à sa retraite et dans ces circonstances, il avait souhaité intégrer la magistrature. Donc il semble qu'on lui ait permis de faire quelques stages dans des juridictions
Et c'est dans ce cadre qu'il a rédigé une ordonnance renvoyant 4 ou 5 personnes devant le tribunal correctionnel. Et cette situation est complètement illégale, complètement irrégulière. La juge d'instruction a signé l'ordonnance, mais l'ordonnance, l'analyse de la procédure, les charges pesant sur telle ou telle personne, ont été analysées par ce dénommé Philippe Clarissou, qui n'était pas juge d'instruction et qui n'était même pas magistrat. Première grave irrégularité. Et du reste, dans cette ordonnance de renvoi, on ne trouve aucune mention expliquant dans quelles circonstances aurait été mis en examen Stan Mayo. Et pour cause, parce qu'il n'a jamais été mis en examen. Il s'agit d'une... Ouais. C'est une irrégularité même encore plus crasse, plus visible, plus explicite. Ouais. Une irrégularité insurmontable. Insurmontable. Alors, il faut dire une chose. Lorsque un dossier est géré par un juge d'instruction, il y a 2 manières permettant de mettre en examen une personne. Oui. Soit le juge d'instruction va auditionner une personne, lui expliquer qu'on propose de la mettre en examen sur tel ou tel fait, recueillir ses observations, et puis au final, le juge d'instruction va dire je vous mets en examen ou je ne vous mets pas en examen. Autre possibilité, après avoir auditionné une première fois une personne, un juge d'instruction peut mettre en examen une personne en lui envoyant une lettre recommandée. Bon, ça, c'est la mise en examen express. Il existe une autre formule qui permet de procéder à la mise en examen de fait d'une personne qui est en fuite, par exemple. Et dans ce cas de figure, ce sont les dispositions de l'article 134 du Code de procédure pénale qui s'appliquent. C'est la conjonction de 2 actes de procédure. Le juge d'instruction va délivrer dans un premier temps un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener contre une personne en visant des faits précis. Ce mandat est remis à des policiers ou à des gendarmes, et après avoir effectué des recherches, si ces policiers et gendarmes ne retrouvent pas la personne qui est recherchée, eh bien, ces personnes vont rédiger un acte de procédure spécial qui est qualifié par le Code de procédure pénale de procès verbal de vaine recherche. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont en fuite, la mise en examen s'opère de cette manière: délivrance par le juge d'instruction d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener, et procès verbal de vaine recherche rédigé par des gendarmes ou des policiers. Alors, dans cette affaire, effectivement, dans une procédure pénale de cette nature, toutes les pièces de la procédure sont codées, c'est-à-dire qu'elles sont numérotées. Donc, j'ai bien trouvé le mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction le 26 octobre 2012. Il est coté dans la procédure, mais je n'ai pas trouvé dans la procédure de procès verbal de vaine recherche. Et mon opinion, à la lecture, l'analyse, après avoir analysé sérieusement ce dossier, mon opinion, c'est que ce procès verbal de vaine recherche n'existe pas. Du reste, j'ai écrit une lettre recommandée au procureur général de la Cour d'appel de Poitiers pour lui demander si ce procès verbal existe, et s'il existe, de me le communiquer. Bon, ça fait une semaine, je n'ai pas reçu de réponse. Pas de réponse. Est-ce que vous espérez recevoir une réponse prochainement? Je ne sais pas, peut-être, mais si ce procès verbal avait existé, et en plus, il faut qu'il soit coté dans la procédure, c'est-à-dire numéroté dans la procédure. Donc il y a une double défaillance, puisqu'on ne le voit pas dans la procédure et que manifestement il n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu, cette mise en examen. Je pense que ce procès verbal n'existe pas. Donc si c'est le cas, eh bien Stan Mayo n'a jamais été mis en examen, donc il ne pouvait pas être renvoyé devant le tribunal correctionnel, et il ne pouvait pas être placé en détention provisoire. Depuis le 31 janvier, oui. C'est le tribunal correctionnel de Saintes qui l'a déclaré coupable et qui a délivré contre lui un mandat d'arrêt pour le maintenir en détention provisoire. Une situation de cette nature est infiniment regrettable. Donc, cette affaire vient devant la Cour d'appel de Poitiers le 10 avril 2020 à 9h du matin pour examiner la demande de remise en liberté, et puis pour, en principe, c'était ce jour-là, l'affaire devait être aussi évoquée sur le fond,
C'est-à-dire que la Cour d'appel devait examiner l'appel contre le jugement de première instance du 31 janvier qu'il avait déclaré coupable. Mais, d'après ce que m'a indiqué le parquet général, l'examen de l'appel serait renvoyé au 19 juin 2020. Nous demandons que cet appel soit maintenu et que l'affaire soit examinée non seulement sur la demande de remise en liberté, mais d'abord sur le fond. Oui. Et sur le fond, qu'est-ce que je vais déposer des écritures pour faire remarquer qu'il n'y a pas, dans la procédure de procès-verbal de vaine recherche, faisant suite au mandat d'arrêt délivré le 26 octobre 2012, conséquence, il n'est pas mis en examen. Et par suite, la Cour d'appel sera obligée d'annuler le jugement de première instance du 31 janvier 2020, de confirmer l'annulation du jugement par défaut du mois de décembre 2018 ou janvier 2018, d'annuler l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en ce qui le concerne, d'annuler le réquisitoire définitif en ce qui le concerne et de renvoyer l'affaire devant un juge d'instruction. Alors maintenant, c'est la Cour d'appel qui décidera de ce qu'il convient de faire, à tout le moins, si il n'est pas possible de faire plaider cette nullité de procédure et l'annulation de toute la procédure, la Cour d'appel a prévu de nous entendre sur la demande de remise en liberté. J'espère qu'il pourra être remis en liberté d'une manière ou d'une autre. Et il aura ensuite, si effectivement nous serons fixés le 10 avril, pour savoir s'il y a un procès verbal de vaine recherche ou pas, s'il n'y a pas de procès verbal de vaine recherche, il est clair qu'il a été détenu illégalement et irrégulièrement depuis plus de 3 mois, ce qui lui donne la possibilité, 4 mois. Il nous donne la possibilité de déposer une plainte contre les personnes qui sont responsables de cette situation. Situation inédite, on pourrait même presque dire extravagante. Donc les lois sont à géométrie variable. Les lois, quand ça concerne les magistrats, on peut s'adapter. On peut s'adapter, on peut s'arranger. Hein? Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui la règle, c'est on applique les lois quand on veut. Bah oui. Autre détail dans cette affaire concernant Christian Maillot, donc, nous allons probablement déposer une inscription de faux contre le réquisitoire définitif, puisque ce réquisitoire explique que M. Christian Maillot a donc été mis en examen. Si ce n'est pas le cas, cette mention est inexacte, elle caractérise un faux en écriture authentique. Alors j'ai à mon cabinet d'avocat, c'est pas moi qui ai obtenu cette décision, mais c'est une affaire qui concerne le docteur Michel Pinturault, et le parcé motif de la décision dit que le jugement du 15 mai 1995 constitue un faux. Ce sont des procédures civiles, mais qui visent à faire déclarer que certaines mentions d'un réquisitoire ou d'une décision de justice sont inexactes et par conséquent qu'elles caractérisent un faux en écriture authentique. Et il n'est pas impossible que nous formions aussi une inscription de faux. Ce sont des procédures que nous ferons devant le tribunal judiciaire de Paris contre l'ordonnance de renvoi, dans la mesure où cette ordonnance de renvoi prétend que le dénommé Philippe Clarissou serait auditeur de justice. Voilà. S'il n'était pas auditeur de justice, cette mention serait inexacte dans une écriture publique authentique, et donc ça permettrait de faire déclarer faux en écriture authentique cette ordonnance de renvoi. Bref, c'est une procédure qui a été, à mon avis, traitée avec beaucoup de légèreté et par des personnes qui n'étaient pas des professionnels. Parce que on ne renvoie pas devant une juridiction de jugement des personnes qui n'ont pas de casier judiciaire, avec aucun élément matériel, des affaires d'association de malfaiteurs. Et c'est vraiment un procès d'intention, c'est-à-dire il n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il a été jugé, condamné, parce qu'ils estimaient qu'il aurait
éventuellement commis l'acte. C'est ça qui est incroyable. On est dans le contexte film. des pré-crimes de Minority Report. Voilà, c'est ça. Où on présume que la personne, elle a une idée en tête qui est de faire un crime. Sachant qu'il a été arrêté à, je crois, plus de 600 km de l'endroit où... Parce qu'il a été arrêté. Voilà, ça n'a pas de sens. Je pense que ce n'est pas une affaire... Cette infraction ne pouvait pas être retenue parce qu'aucun élément matériel permet de démontrer des personnes se sont associées en vue de procéder à un enlèvement. Ça, ce n'est pas possible de maintenir une accusation de cette nature. Alors, on verra bien comment l'affaire va évoluer. J'espère qu'il pourra être remis en liberté. Tout était prévu d'avance. C'est-à-dire qu'on savait qu'il allait être condamné à cette longue prison, donc comme un arrangement qui avait été fait, et que finalement, tout ce qui se passait derrière, c'était des détails sans importance, à savoir si il y avait un papier qui était signé, s'il y avait une défense, non, parce que de toute manière, il allait être condamné, comme si il y avait eu des scénarios écrits, comme si quelqu'un au-dessus avait donné des ordres en disant que cette personne, vous la prenez, vous la mettez en prison. Alors, oui, vous avez été au procès le 31 janvier à Saintes, vous avez vu, vous avez vu les questions des juges, vous avez vu ses réponses. Mais c'était incroyable. C'était vous-même qu'il n'y avait rien. Qu'ils n'avaient pas la moindre chose à dire. Il n'y a ni d'éléments matériels, ni intentionnels, ni rien. Il n'y a rien. Surtout, donc effectivement, ça a été déjà clair en avance. Surtout ce qui nous a choqué. Il est déjà coupable d'office. Voilà, c'est ça. Il était coupable d'office et les juges n'écoutaient pas. Ils ont révisé leur condamnation première qui était au départ enlèvement. Et ensuite, ça s'est transformé en association de malfaiteurs. Oui, voilà, parce qu'enlèvement, ça tenait pas la route. Ils ont posé toutes les questions. Il a répondu. Il ne s'est pas fait piéger. Ils ont essayé de tendre des pièges, mais en tout cas, il a répondu parfaitement. Et on se rend compte que finalement, quoi qu'ils disent, de toute manière, c'est ça qui avait surpris, que les gens vers la fin s'étaient révoltés, en quelque sorte. C'est que le procureur avait fait son réquisitoire et après 7h30, c'était le jugement du procureur sans une modification, même d'une virgule. Donc, ça servait à quoi ? À faire une parodie de défense. Et il aurait été lamentable ou excellent, c'était la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste un spectacle pour le public, en fait. Ça sert à rien, c'est déjà clair d'avance. C'est eux qui décident. Je pense qu'on va terminer sur cette question. Effectivement, dans certains dossiers, on s'aperçoit qu'on peut donner des bonnes explications, contester la régularité de la procédure. Ça ne sert à rien. On est dans une justice perdue. C'est plus une justice, c'est un système, malheureusement, et il va falloir changer ces pratiques parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça encore pendant des années à avoir des gens qui sont condamnés sans avoir rien fait. Voilà. Merci pour ce mot de la fin. Merci pour tout, maître.